Bonjour, je suis le docteur Karine Meunier et nous allons commencer ce à propos des morphiniques à domicile. Par morphinique, on entend, selon l'OMS, les paliers 2, les morphiniques faibles, et les paliers 3, les morphiniques forts. En ambulatoire, puisque nous allons consacrer notre présentation principalement sur le domicile. Le choix du morphinique va se faire selon le type de douleur, donc les douleurs par excès de nociception, et après le choix du palier en fonction de l'intensité douloureuse, comme nous l'avons appris au niveau des paliers de l'OMS. Donc les paliers 2, la codéine, le tramadol, l'opium. Petite parenthèse, le tramadol intéressant lorsqu'il y a une petite part neuropathique. Le palier 3, le plus souvent, vous verrez en ville, la morphine, sous toutes ses galéniques, l'oxycodone, enfin le fentanyl, principalement en patch ou en transmuqueux. Au-delà de l'intensité douloureuse, il y a un autre aspect qu'on va utiliser aussi pour faire notre choix, c'est la tolérance. Parce que, vous l'avez expérimenté, les paliers 2 sont souvent très mal tolérés. C'est vrai qu'aucun très mal toléré chez les personnes âgées, c'est les personnes fragiles, les insuffisants rénaux. Donc, on peut conseiller d'emblée chez les patients, notamment en soins palliatifs, qui ont des douleurs souvent d'intensité déjà importante, de commencer par un palier 3, voire même de commencer avec des libérations prolongées pour éviter les pics plasmatiques. Un autre élément dans le choix va être d'identifier si la douleur est intermittente ou permanente. Permanente, ça veut dire que le patient a mal tout le temps ou qu'il n'a aucun moment de répit. C'est important peut-être de lui poser la question dans ce sens-là. Et la douleur intermittente, plutôt identifiée souvent lors des soins, des levées, et pourra parfois vous en identifier, puis parfois la douleur ne prévient pas, souvent dans la douleur cancéreuse d'ailleurs. On va commencer par titrer. C'est important. La titration peut se faire de deux manières. Ou simplement avec une libération immédiate, ce que j'ai appelé les LI, où on ne mettra sur l'ordonnance qu'une molécule, enfin avec les modalités de prise, ou alors d'emblée associé à une libération immédiate et à une libération prolongée. On privilégie la voie orale tant que possible, et à travers cette ordonnance, un petit peu caricaturale, je vous redonne les éléments indispensables pour la prescription du morphinique, qui sont des stupéfiants. Donc vous allez en haut à gauche, l'identification du médecin, du prescripteur, avec comme élément obligatoire son adresse, sa spécialité, le RPPS, le finacilé hospitalier, numéro de téléphone important notamment pour le pharmacien, une adresse email. La date, le nom, le prénom, monsieur, madame, le sexe, la date de naissance du patient, les spécialités prescrites, la signature et sur une ordonnance sécurisée, le nombre de morphiniques dans le petit carré à droite. Souvent, il y a aussi le numéro d'identification du lot d'ordonnance sécurisé. Là, une des grosses spécificités de ces ordonnances, c'est qu'il va vous falloir, au-delà de la spécialité, noter la galénique, donc là en l'occurrence j'ai pris l'exemple d'une gélule, la posologie 5 mg et l'ensemble écrit en toutes lettres avec les modalités d'administration. Là j'ai proposé comme première ordonnance un actiskénant, donc de la morphine orale, une gélule de 5 mg par 4 heures si douleur aiguë.
Si ça vous paraît plus sécurisé, vous pouvez préciser les modalités de reprise de cette interdose. Si jamais la douleur ne cède pas au bout d'une heure, le patient peut reprendre 5 mg. Par contre, il va falloir qu'il attende 3 heures avant de prendre la prochaine prise, qui sera alors de 10 mg. Il vous faudra noter la quantité suffisante pour le nombre de jours que vous proposez, sachant que la réévaluation va se faire au minimum à 2-3 jours. On peut d'emblée mettre 3 jours ou alors simplement le nombre d'unités de conditionnement que vous proposez, ce qui suppose de connaître le nombre de comprimés de gélules qu'il y a par boîte. On peut se limiter à cela pour une première titration et alors sera calculé en fonction de la titration, faisant la somme par 24 heures, la dose de la libération prolongée que vous allez proposer, soit par exemple si le patient a pris 5 mg 4 fois dans la journée, 4 fois 5, qui nous fait 20 mg, vous allez pouvoir mettre 10 mg matin et soir. Ça, c'est une manière de procéder. Ou alors, à plus forte raison, si votre patient avait déjà un palier 2 en amont, il va falloir mettre une équivalence à ce qu'il avait en palier 2. S'il avait, par exemple, s'il était à dose maximum de palier 2, genre 6 efferalgancodéiné, du tramadol 400 mg, 6 gélules de lamaline, à ce moment-là, on est déjà en équivalence dose à du Skenan 30 matin et soir. Et du coup, en association, puisque vous savez qu'on met toujours une libération immédiate avec l'interdose qui correspond, si vous prescrivez du 30 mg, l'actiskenan correspondant étant égal à 1/6 de la dose par 24 heures, vous allez prescrire du 10 mg, toujours par 4 heures, par 6 heures chez les personnes qui peut être un petit peu plus fragiles. Libération prolongée, ça veut dire une prise le matin et le soir, distancée de 12 heures. Je vous propose d'associer sur cette première ordonnance un antiémétique, et ceci pendant plusieurs jours, puisqu'on sait qu'au départ, lors de l'introduction d'un morphinique, qu'il soit faible ou fort, c'est souvent d'ailleurs ce qui fait le problème de tolérance des paliers 2, les patients vont souvent présenter des troubles digestifs type nausées, vomissements, ce qui leur fait souvent arrêter leur traitement. Un laxatif, puisque les patients sont tous constipés, qu'ils soient sous morphinique faible ou fort. Votre signature, le nombre de morphiniques dans le petit carré, et je vous ai mis par ailleurs en vert des petites précisions. Le fait que le patient puisse être en ALD, vous pouvez le spécifier sous l'ordonnance, puis des précisions pour le pharmacien. Le patient n'est pas obligé de toujours aller dans la même pharmacie, mais ça lui est conseillé, ce qui simplifie les choses pour le pharmacien, à qui vous allez spécifier, si vous modifiez un traitement, que cette ordonnance annule et remplace l'ordonnance due, ce qui limite aussi le nombre de prescripteurs, ou alors en chevauchement de l'ordonnance 2, si vous rajoutez un morphinique, par exemple, à une précédente ordonnance. En rouge en dessous, je vous ai précisé que ces prescriptions de stupéfiants sont limitées à 28 jours pour la morphine, l'oxycodone, Péros, le fentanyl transdermique et transmuqueux. S'il s'agit de l'injectable pour une morphinothérapie continue, l'oxycodone qui reste une prescription hospitalière, mais pour la morphine IV que vous pouvez prescrire pour des PCA pour 28 jours, sinon, si ce n'est pas pour une morphinothérapie continue, par exemple si on met une sous-cuite avant les soins, la prescription est limitée à 7 jours. La délivrance sera pour du Péros, une morphine, un oxycodone, délivrance par 28 jours. Par contre, elle sera fractionnée à 14 jours pour le fentanyl transdermique et à 7 jours pour le transmuqueux, sauf si vous avez spécifié une délivrance en une fois ou en 2 fois sur l'ordonnance. Sur ces ordonnances, on parlait tout à l'heure du numéro d'identification du lot d'ordonnances sécurisées.
Elle sera évidemment enregistrée dans le registre des stupéfiants. Enfin, à noter que si le patient c'est pas le patient qui va à la pharmacie pour récupérer les médicaments, enfin, il faut que la personne porteuse de l'ordonnance puisse justifier de son identité. Et du coup, le pharmacien va enregistrer son nom et son adresse. À savoir aussi que le patient a 72 heures pour aller à la pharmacie pour récupérer ses médicaments s'il veut que l'ordonnance soit honorée pour l'ensemble des jours proposés par l'ordonnance. Si ce n'est pas le cas, par exemple sur un QSP 28, s'il vient plus 6 jours après, eh bien le pharmacien va enlever 3 jours à la prescription, juste qu'il l'ait à l'esprit. Et qu'il ne soit pas surpris. Sachez aussi que le pharmacien garde une copie de l'ordonnance pendant plusieurs années. La réévaluation se fait, on l'a dit, une fois que le patient a pu s'approprier un peu le traitement, mais aussi qu'il s'est habitué, et ça peut prendre 48-72 heures. Si le patient est toujours douloureux lorsque vous le revoyez, avant de majorer le traitement, propose de vous poser un certain nombre de questions, notamment en termes d'observance. On sait que, je vous parlais des nausées-vomissements, donc il y a beaucoup d'effets indésirables, mais il peut avoir aussi des représentations un peu négatives du traitement par morphinique. Souvent, la morphine est associée à la fin de vie, à la gravité de la maladie ou à la toxicomanie. Alors, oui, il va y avoir une dépendance physique et psychique, ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter un traitement par morphinique du jour au lendemain, il va falloir arrêter progressivement. Et sachez aussi que ces effets sont aussi majorés par les mésusages. On n'aura probablement pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est aussi pour ça que c'est important que ces prescriptions soient affinées pour limiter ces phénomènes de mésusage. Un problème de galénique, tout simplement, un patient qui n'arrive pas à avaler son traitement. Sachez que les gélules de Skenan, d'Atiskenan peuvent s'ouvrir, de même que la morphine orale existe aussi en sirop, on peut avaler des ampoules, enfin il y a différentes choses qui puissent être faites, ça peut être l'occasion de changer complètement de galénite, passer sur de l'injectable si c'était indiqué à ce moment-là. Les effets indésirables qui peuvent être majorés par les interactions médicamenteuses, donc c'est pas inintéressant de connaître les différents médicaments du patient. Effet indésirable que je vous ai un petit peu schématisé à travers les plaintes de ce petit bonhomme qui nous exprime des troubles digestifs ou une sécheresse buccale, le fait qu'il puisse faire des cauchemars, qu'il y ait des céphalées, que sa tête n'y est plus, dans le sens où il peut être confus, dans le sens où il peut avoir des petits troubles mnésiques, attentionnels, de se sentir plus fatigué, de dormir beaucoup. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse là, dans les représentations de la morphine, on a aussi l'idée que la morphine fait forcément dormir. Alors oui, quand vous avez un traitement efficace et que le patient est très douloureux depuis des jours, il peut être amené à dormir un peu plus lorsque vous trouvez un traitement efficace, tout simplement parce qu'il n'a plus mal et qu'il est en récupération d'une dette de sommeil. Notez aussi que cet effet de somnolence va disparaître avec le temps. S'il faut, on baisse un petit peu les doses. Des hallucinations, ça peut arriver. Je transpire, des sueurs, un prurit, ils n'en parleront pas forcément, mais ça peut être constaté. Des problèmes de dysurie, voire de rétention urinaire, surtout chez les patients qui ont beaucoup de psychotropes, une constipation qui est quasi systématique.
Le patient est toujours douloureux, peut-être aussi parce que la principale problématique était des douleurs à la mobilisation et que le délai d'action du médicament n'a pas été respecté. Alors, je vous ai mis là un tableau qui résume ces délais d'action. En rouge, vous êtes sûr que le médicament n'est pas efficace. En orange, il y a un début d'efficacité, mais vous n'êtes pas au plateau. Retenez, pour vous simplifier un peu la vie, que les libérations immédiates, il faut compter 60 minutes, les libérations prolongées 2 heures, une voie sous-cutanée 30 minutes, et une voie veineuse 10 minutes. Comme le médicament va durer encore au moins quelques heures, autant attendre un peu qu'on soit en zone efficace. Qu'est-ce qui peut faire aussi que le traitement n'est pas efficace? Eh bien, il peut y avoir d'autres composantes dans cette douleur. Vous savez que ce sont des patients, donc les patients en soins palliatifs, pour certains peuvent être cancéreux, donc des douleurs d'ankylose parce qu'ils sont en perte de mobilité. Il peut y avoir différentes choses. C'est peut-être qu'il va falloir associer d'autres médicaments, ce qu'on appelle les co-analgésiques, pourquoi pas un anti-inflammatoire, un AINS ou une corticothérapie, ou des traitements plus spécifiques pour les neuropathiques. Je vous avais ciblé tout à l'heure le tramadol qui peuvent être intéressants pour des douleurs pas trop intenses au départ pour évaluer ça. Vous avez les antidépresseurs, les antiépilétiques qui malheureusement sont longs dans leur mise en souvent dans leur délai d'action. Certains morphiniques, mais là ça devient un petit peu plus spécifique, type la méthadone, peuvent avoir une indication dans ces traitements. Peut-être que ce sera l'occasion de vous faire un petit peu aider. Les accès paroxystiques, juste une petite parenthèse, on nous parlait beaucoup de l'oxycodone. Vous voyez que j'ai mis en première ligne la morphine comme une première intention. On nous a beaucoup parlé de l'oxycodone comme efficace sur les douleurs neuropathiques. Sachez que rien n'a été prouvé par rapport à ça, de même qu'il n'est pas mieux toléré que la morphine et il est plus cher. Mais ça reste un médicament très intéressant, notamment dans la rotation dont on va parler. Petite parenthèse fermée par rapport à l'oxycodone. Je reviens sur des éléments auxquels il peut penser lorsqu'un traitement n'est pas efficace. Peut-être y a-t-il des accès paroxystiques douloureux, ces éléments fugaces chez un patient qui par ailleurs semble assez équilibré de sa douleur de fond. Et là, les fentanyl transmuqueux ont toute leur place. Peut-être qu'il y a une souffrance globale et qu'il va falloir prendre en charge aussi autrement qu'avec des médicaments ce patient, ou simplement supporter que à travers la plainte il puisse nous exprimer une souffrance comme dit plus globale. Si on imagine que le traitement par morphinique est juste insuffisant, la première chose à faire va quand même être une majoration. La majoration, elle va être opérée à partir du moment où on a 4 interdoses efficaces prises sur 24 heures. Et classiquement, on augmente d'un tiers la dose de fond, mais aussi du coup des interdoses pour garder une interdose à 1/6 de votre dose par 24 heures. Si la galénique doit être changée ou qu'on a le sentiment que le traitement n'est pas du tout efficace, qu'on échappe à ce morphinique ou qu'il y a trop d'effets indésirables avec celui-ci, on peut être amené à changer de morphinique et je vous propose l'utilisation de cette application qui s'appelle OpioConvert, que vous allez pouvoir trouver le lien sur le site ou simplement taper OpioConvert sur un moteur de recherche, qui vous permet de calculer les doses, c'est-à-dire de passer d'une morphine orale à du fentanyl ou du fentanyl à de la morphine IV ou de la morphine IV à de la sous-cute, en vous laissant malgré tout ce petit repère quand même qu'on utilise nous tous pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, que si vous voulez calculer la dose sous-cutanée, c'est la dose orale divisée par 2. Si vous voulez une dose IV, c'est la dose orale divisée par 3.
classiquement, nous utilisions ces tableaux, que beaucoup d'entre nous ont encore dans la poche ou affichés dans les salles de soins. Il reste très juste. Il est cependant proposé de baisser de 20 à 30% ce qui vous est proposé. On a une tendance aujourd'hui à être un tout petit peu plus prudent et de s'inscrire dans la borne basse puisque on sait que le changement de galénique permet aussi de gagner en efficacité. Si je prends juste l'exemple du fentanyl, souvenez-vous, rien que chez les patients qui s'altèrent progressivement, qui ont perdu en masse grasse, eh bien vous savez que lorsque vous allez passer en voie sous-cutanée ou en voie IV, vous allez être plus efficace. Pour conclure, je dirais que la prescription, elle est personnalisée, personnalisable à la douleur, mais aussi au profil de votre patient que vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure, que souvent vous connaissez déjà bien, mais dans ces situations de soins palliatifs, de douleurs aiguës, mais qui s'inscrit dans le temps, évolutive, avec beaucoup de représentations, le regard, les différents regards vont être intéressants et vous entendrez probablement l'infirmière libérale vous dire, recueillir d'autres éléments, la famille recueillir aussi des éléments qui peuvent être complémentaires, une équipe spécialisée que vous aurez peut-être fait intervenir pour vous aider, et tous ces regards vont pouvoir permettre d'affiner cette prescription et de la faire évoluer au cours du temps en fonction des besoins. Un autre élément qui me paraissait important, c'est dans le contrat, et puis pour limiter l'angoisse, de toujours prévoir les fameux 6 besoins pour pouvoir anticiper, c'est-à-dire qu'à la maison, c'est le week-end, les nuits, les patients ont besoin d'être rassurés et d'avoir quelque chose à prendre si jamais ils ont mal. Normalement, l'interdose remplit cette fonction. Restez disponible pour les accompagner au mieux. Le travail d'une équipe complète. La co-analgésie, on en a parlé, est importante. Et la prise en charge non médicamenteuse à différents niveaux s'avérera aussi indispensable et aura sa place dans une prise en charge plus globale et complète. Je vous remercie.